Bah merci d'être venu, hein, parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Moi, je serais vous, je serais allée dans la salle à côté pour aller voir Nicolas, mais bon, chacun son truc. Hein. Du coup, je m'appelle Marie Villet, je travaille chez Zenica, je suis recruteuse, plus exactement. Et puis, j'aime le métal et la bière, voilà. Et puis ça, c'est une belle photo photoshopée de nous. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? C'est pour vous expliquer 3 petites techniques de manipulation faciles que vous pourrez mettre en pratique et ça vous permettra aussi de ne pas vous faire avoir. Alors je voudrais faire un petit disclaimer d'abord. Pour moi, le terme manipulation, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Tout de suite, on pense à des choses horribles, etc. Pour moi, la manipulation, c'est se donner un peu plus de chance d'avoir ce que vous voulez. Ça peut être l'aide de vos collègues, ça peut être des choses comme ça. Voilà, sans forcément que ce soit malveillant. C'est pas forcément Minus et Cortex, quoi, tout de suite. Voilà. La manipulation, du coup, c'est quoi ? On obéit tous à des règles, on obéit tous à des règles qui sont inscrites au fond de nous-mêmes, qui sont instinctives et dont on se rend même plus compte, en fait. L'idée de la manipulation, c'est d'utiliser ces règles-là pour faire des choses à des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Plus c'est subtil, mieux c'est. Et il existe plein de méthodes. Moi, je vais vous en présenter 3 aujourd'hui. La première, c'est l'engagement et la cohérence. And you may ask yourself, well, how did I get here? Vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que je fous là ? Vous, en plus, qu'est-ce que vous faites là, quoi ? Vous êtes des techniques, vous êtes à une conf technique, vous êtes venu voir un truc qui n'a rien à voir. Moi, je suis pas du tout technique et je viens vous présenter un truc comme ça dans le grand amphi, en plus, quand même. Hein. Pourquoi ? En fait, pour éviter un conflit interne, pour être en paix avec soi-même, on a besoin de paraître cohérent avec les choix et ce qu'on le dit, en fait. Donc, quand vous allez vous engager quelque part, vous aurez tendance à vous engager encore plus, et encore plus, et encore plus, pour rester cohérent avec votre premier engagement. Résultat, une fois qu'on est engagé, on reste engagé pour être cohérent. Voilà. Alors, quelques exemples, quand même. La technique de l'entonnoir, c'est assez simple, c'est les recruteurs de donateurs, par exemple. Ils vont vous accoster dans la rue et ils vont vous poser plein de questions. Des questions où vous allez forcément répondre par oui. Ah, vous avez vu la catastrophe naturelle à Haïti, c'est terrible. Ah, vous avez entendu parler de cette catastrophe naturelle. Vous connaissez Médecins du Monde ? Forcément oui, 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 oui. L'idée, c'est que, en fait, à force de dire oui, vous vous engagez d'une certaine manière à dire oui, oui, oui. Et la question finale, c'est du coup, est-ce que vous souhaitez donner quelques euros par mois ? Bah oui. Donc l'idée, c'est vraiment de poser des questions et que la personne aille dans votre sens pour qu'à la fin, vous lui posiez l'ultime question. C'est pareil en couple. En couple, on s'engage, on achète une maison, on se marie, on a des enfants. On s'engage petit à petit et puis à un moment donné, quand il n'y a plus de sentiments, on est engagé, on est trop loin et c'est très difficile de revenir en arrière. Se faire aider d'un collègue. Pensez à la fois où vous êtes retrouvé en train d'aider un collègue à faire son travail juste parce que vous êtes vanté de connaître un sujet. C'est facile en fait. Ah tiens, Nico, j'ai vu que tu connaissais un petit peu Go, non ? Mais t'as fait une conf au DevFest du bout du monde en plus. Ah ouais. Et vous flattez un peu son ego en plus. Et à force de s'engager et de dire ah oui, je connais ça, ah oui, j'ai fait ça, vous lui posez la question du coup, tu peux peut-être m'aider sur un sujet. Il va pas vous dire non, ça fait 10 minutes qu'il parle du sujet en question, comme quoi il le connaît par cœur. Voilà. L'idée aussi, c'est ça. La deuxième méthode, ça s'appelle la règle de la réciprocité. C'est assez simple. Les gens sont plus disposés à accéder à vos demandes si vous leur avez déjà fourni quelque chose en premier. Donc, la règle de la réciprocité, elle est très ancrée, c'est difficile de s'en défaire, parce qu'il est déjà très difficile de refuser un cadeau, de refuser une faveur, et donc, il est difficile de ne pas rendre l'appareil. C'est plus ou moins fort selon les gens, il y a des gens qui n'en ont rien à faire, mais bon, voilà. Pour manipuler, en fait, c'est simple, on va créer une dette. C'est-à-dire qu'on va offrir quelque chose à quelqu'un, du temps, un service, un cadeau,
et la personne va se sentir redevable envers vous. Donc l'idée de la manipulation, c'est d'offrir quelque chose et de demander quelque chose de plus gros en échange. Ça fait très mastermind et tout, en fait c'est très simple. Mais... Alors, spoiler alerte, vos enfants vous manipulent. Votre fils, samedi matin, vous aide à faire le ménage, il vous aide à faire la vaisselle, il passe l'aspirateur et tout, vous comprenez pas ce qui se passe, mais vous êtes plutôt content. Et puis 2 heures plus tard, il vous dit ah papa, maman, je peux aller faire un tour avec des copains cet après-midi? Bah vous allez pas lui dire non, il a passé toute la matinée à vous aider à faire le ménage. Sauf que vous avez rien demandé, vous. Hein. Voilà, ça c'est une petite technique. Il y a aussi les offres gratuites, les échantillons, ce genre de choses. Quand un magasin vous offre de goûter son produit, ou un petit échantillon, ou une petite chose, bah vous vous sentez un peu redevable. Oh, je vais juste acheter un petit truc. Voilà. Une vendeuse, un vendeur qui est agréable avec vous, qui a pris du temps pour vous expliquer plein de choses, bon bah je vais lui acheter un petit truc, hein, parce que ça lui fera plaisir. Voilà. Les cadeaux de Noël aussi. Qui n'a jamais été dans cette situation? Vous arrivez à Noël avec votre famille, et il y a quelqu'un qui vous offre un cadeau, sauf que vous n'avez pas du tout prévu de cadeau pour lui. Bah, vous pouvez être sûr que le Noël d'après, bah, vous lui achetez un cadeau. Parce que vous vous sentez redevable. Je vous disais, l'idée de la manipulation par rapport à ce principe, c'est d'offrir quelque chose de petit, de raisonnable, et de demander quelque chose de plus gros en échange. Par exemple, ah bah tiens, Nico, j'ai vu que tu galérais un peu sur un truc, je peux t'aider si tu veux, je peux prendre quelques minutes. Prenez quelques minutes pour aider votre collègue. Par contre, en échange, vous lui demandez un service qui est beaucoup plus gros. Voilà. Il y a une autre technique qui est un petit peu dans le même scope, s'appelle la technique du rejet-retrait, où en fait, on va demander quelque chose de tellement énorme que la personne va forcément dire non. Bah tiens Nico, t'aurais pas 100 € parce que je suis vraiment en galère, j'ai oublié mon portefeuille là. Non. Bah t'aurais pas 10 € pour que je mange ce midi? Ouais, d'accord. Et du coup la personne vous donne, alors qu'à la base vous vouliez 10 € quoi. Pareil, tu voudrais pas me ramener chez moi, il pleut et tout, j'ai pas trop envie de marcher, j'ai pas envie de prendre le tram. Bah ça me fait faire un gros détour. Ah bah tu peux peut-être me déposer au tram alors. Voilà. C'est des petits exemples. La troisième technique, pour finir, ça s'appelle la technique de la preuve sociale. Consciemment ou inconsciemment, on applique souvent la logique suivante. Si plusieurs personnes font quelque chose, vous allez suivre ces personnes, vous allez faire la même chose. S'il y a 10 personnes dans la rue qui regardent en haut comme ça, vous allez passer, vous allez regarder en haut comme ça. Si vous êtes perdu dans le métro ou dans la rue, vous sortez du métro, tout le monde va dans une direction, vous allez prendre la même direction. Vous n'allez pas aller à l'opposé. Plus le statut social ou plus la notoriété des personnes sont importants, plus on aura tendance à les suivre sans vraiment réfléchir. Alors, comment on se sert de la preuve sociale? Ben, pour inciter quelqu'un à faire quelque chose. Comment ça, tu viens pas à la soirée? Mais attends, tout le monde sera là. Il y a vraiment que toi qui vas pas venir. Comment ça, tu viens pas au Deathfest du bout du monde? Mais attends, tout Brest sera là. Tu seras le seul. Comment ça, t'as jamais vu Star Wars? Mais t'es la seule personne que je connaisse à jamais avoir vu Star Wars. Voilà. Pour attirer des clients, pour attirer des participants, ce genre de choses. Par exemple, le Deathfest ou le Motocultor, 80% des places vendues, 90% des places vendues en tant de temps record, des choses comme ça. Élu produit de l'année, saveur de l'année, des choses comme ça aussi. C'est pareil pour les avis LinkedIn. Plus vous avez d'avis sur LinkedIn, plus vous avez de followers sur Twitter, plus vous avez d'amis sur Facebook, plus vous en aurez. C'est pareil pour les 10 ans du Jug à Nantes, il y a le guest star, c'est Jean-Michel Doudou. Si Jean-Michel Doudou y va, du coup, forcément, je vais y aller. Pour devenir populaire, on entend souvent des sites qui achètent des faux avis, des faux likes, des choses comme ça. Bah oui, parce que plus vous avez de faux avis, plus vous avez de likes, plus vous en aurez. Alors, je dois vous avouer quelque chose. Pour faire ce talk, je suis allée sur des sites un peu bizarres. Je suis allée sur un site qui s'appelle Séduction by Kamal, qui est extraordinaire. Franchement, j'ai passé des heures dessus parce que c'est incroyable. Cette personne en question a un site
Donc il y a une version femme, une version homme pour draguer. Et il se sert de techniques de manipulation. Et franchement, si vous avez 1 ou 2 heures à perdre, je vous le conseille parce que c'est très 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 drôle. Vraiment. Bon, du coup, pour draguer, la preuve sociale, ça peut aussi marcher. Il explique notamment quand vous rentrez dans un restaurant, quand vous rentrez dans un bar, il est bien de venir et dire « Ah, salut Michel, ça va ? Bah et toi depuis la dernière fois ? Super. Oh, je te mets à la table de d'habitude ?» Ça fait bien de connaître les gens, en fait, quand vous rentrez dans des lieux comme ça. Voilà. Et enfin, un danger à la preuve sociale, c'est qu'en fait, comme on a tendance à suivre ce que font les gens, on a tendance aussi à suivre quand ils font des choses qui sont pas terribles. On entend souvent des victimes d'agressions dans la rue ou dans les transports en commun. Je comprends pas, il y avait plein de gens, mais ils ont rien fait. Bah oui, parce qu'en fait, on a tendance à regarder autour de nous et dire bah, personne fait rien, c'est peut-être que c'est normal et que on doit pas agir. Du coup, dans cette, pour contrer cette preuve sociale, je vous invite à vraiment réfléchir, à dire mais en fait moi en tant que personne, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Moi en tant que personne, qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place des autres ? Ça vous évitera de vous faire manipuler par ça, qui est quand même une technique de manipulation très très utilisée par plein d'entreprises, par plein de gens, et qui sont utilisées un petit peu partout. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation. J'espère quand même que vous aurez compris que la manipulation, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose d'horrible qui est dédié uniquement à Minus et Cortex ou au plus grand dictateur de l'univers, mais que vous pouvez vous en servir très simplement sans être malveillant avec les gens qui vous entourent, et qu'en fait c'est très facile de voir qui vous manipule et de passer au travers. Voilà. Je suis disponible si vous avez des questions. Merci.